Mais du coup, tu as accéléré en IMO quand tu étais salarié chez Bouygues ou après en maîtrise d'œuvre? Ça a été quoi un peu le cheminement un petit peu de ton Ça s'est fait parcours? au fur et à mesure en fait. Non, parce que j'ai très vite quitté quand j'ai accéléré en IMO. J'ai arbitré le fameux immeuble qu'on parlait tout à l'heure. Et après, j'ai très vite accéléré en fait. J'ai racheté j'ai acheté deux maisons dans lesquelles j'ai fait une coloc et une grande maison tout simplement. Et derrière, j'ai quitté mon emploi, j'ai monté, enfin, je suis parti en maîtrise d'œuvre et j'ai avancé vraiment tout en même temps, quoi. J'avais pas de CDI, etc. Et cetera. Et j'ai réussi à me faire financer. J'ai avancé, j'ai trouvé des associés. J'ai vraiment avancé tout de front à chaque fois. D'accord. Et cette période-là de maîtrise d'œuvre, comment tu l'as construite? C'est-à-dire, tu avais déjà des clients ou comment tu l'as Non, construite? alors, ça s'est fait en deux étapes. La première, en fait, je suis chez Bouygues, je décide de quitter Bouygues et je me dis qu'est-ce que je vais faire. Alors, je quitte Bouygues plus en mode tu sais, on dit, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui travaillent chez Bouygues, mais on dit t'as le sang orange ou tu l'as pas. Et en fait, je commence à être vraiment très cartésien, à me dire, voilà, il y a qu'une manière de procéder, etc. Et je dis, je peux pas rester comme ça. Et donc, je décide de quitter et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, je décide de quitter et je ne sais pas encore ce que je vais faire à ce moment-là, hein. Je le fais à l'inverse. Et là, je me dis, attends, tous les maîtres d'œuvre avec qui on bosse, ils sont nuls. Je monte une boîte de maîtrise d'œuvre. Voilà, point. C'est comme ça que je fais. Et dans ce cadre-là, donc je pose ma démission. Je ne sais pas quand est-ce que je vais monter ma boîte. Je réfléchis. Enfin, je suis en réflexion. Et j'ai un pote à moi avec qui j'avais démarré chez Bouygues qui me dit, écoute, il me dit, je sais que ton père était plaquiste. Nana, j'ai besoin de plaquiste. Et je lui dis, t'as pas besoin de maître d'œuvre plutôt parce que moi je suis là, je suis dispo. Dans 2 mois, je suis disponible. Et il me dit, bah vas-y, est-ce que tu, enfin, je lui dis dans 2 mois j'ai monté ma boîte. Et là il me dit, est-ce que tu peux être là lundi? J'ai pas monté ma boîte, mais vas-y, lundi, je suis là, on voit, quoi. Et en fait, j'ai bossé comme ça en off, alors c'est pas bien, mais pendant 2 mois, avant que tout se crée, etc., en tant que AMO et maître d'œuvre sur des projets dans la Manche. Et donc voilà, donc j'ai avancé comme ça, et j'ai lancé cette boîte de maîtrise d'œuvre comme ça. Et par contre, j'étais associé encore une fois avec mon frère après, qui est venu me rejoindre. Et on était très solopreneur. Enfin, tu vois, mon frère voulait pas développer à l'époque, embaucher, etc. On avait Ouais, monté une belle trésor, on gagnait bien notre vie, mais tout dépendait de nous, en fait, ouais. et pas de comment d'une automatisation derrière. Et à un moment, au bout de 3 ans, je lui dis, écoute, c'est pas possible, moi, je peux pas continuer comme ça. Si on veut gagner plus, en fait, faut travailler plus. Moi, j'ai besoin de structurer, j'ai besoin d'automatiser les choses. Et donc, on décide d'arrêter en très bon terme. On clôture la boîte, on va voir nos clients, etc. Et de là, part une nouvelle aventure où là, je pars vraiment dans l'IMO. C'est là où j'accélère vraiment l'IMO. J'ai monté un peu de trésor grâce à cette structure et je décide d'accélérer en tant que investisseur, marchand de biens. Et là, j'avance. Et en parallèle de ça, je monte j'ai un de mes meilleurs amis qui m'appelle. Ça faisait 10 ans que j'essayais de l'embaucher pour qu'il vienne bosser avec moi. Et là, il me dit, bon, allez, j'en ai marre. Je veux avancer avec toi. Je sais pas dans quoi, mais j'en ai marre. Je veux quitter ma boîte. Et donc, C'était je lui quel dis, bah, profil, lui? on a fait notre lycée ensemble, pareil, BTP pur, il était D'accord. chef de groupe ou un truc comme ça dans une grosse boîte de BTP. Et je lui dis, bah vas-y, on monte une boîte de maîtrise d'œuvre dans les Hauts-de-France et go. Et ça se fait comme ça, il y a 4-5 ans derrière, et on avance sur cette boîte qui aujourd'hui fait 3 millions de chiffre d'affaires. Bon, je pense que les gens, faut qu'ils se rendent compte que ça reste de la prestation de service, mais malheureusement, malgré tout, pardon, 3 millions, c'est quand même propre en 4 ans. Mais juste, est-ce que tu peux résumer un petit peu le boulot de maître d'œuvre pour que les gens comprennent? Parce que on est écouté par des investisseurs locatifs, ils font pas forcément appel à des maîtres d'œuvre. D'autres, peut-être, ne connaissent pas le métier, et d'autres, peut-être, ont une mauvaise définition du métier. Ouais, alors j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube là-dessus sur la différence entre l'AMO et le maître d'œuvre parce que les gens ont vraiment du mal. Ah, c'est une Euh, catastrophe, hein. Ouais, ouais, mais ce ouais, qui est compréhensible parce que même nous, quand on l'a ouais. appris à l'école, etc., c'était encore compliqué quand j'ai démarré, moi, chez Bouygues, je me rappelle, j'ai eu un temps d'adaptation à bien le comprendre parce qu'en plus, les mots se ressemblent. Et en fait, le maître d'œuvre,
il va être là sur la partie technique du projet en fait. Il va pas toucher à l'aspect juridique, financement. C'est pas son métier en fait. C'est clairement ce que je disais tout à l'heure en fait. Il connaît pas l'immobilier, il connaît le BTP, bâtiment travaux publics. Tu vois. Et son métier, c'est alors il y a des maîtres d'œuvre de conception donc qui sont là. Les archis par exemple sont des maîtres d'œuvre de conception. Ils vont dessiner un projet, ils vont déposer un permis de construire, enfin tout ce qui va bien en fait pour mettre les autorisations d'urbanisme. Et derrière commence une phase qu'on va appeler DCE, c'est-à-dire que DCE de consultation des entreprises, de préchiffrage, qui est plutôt, pour moi, un métier plutôt fait pour des ingés que des archives, parce que les archives sont des artistes, et ils le font très très bien ce qu'ils font. Par contre, quand il s'agit d'aller en exécution, c'est plus compliqué. Et en fait, là, le maître d'œuvre prend la main, il va consulter les entreprises, il va bâtir un contrat avec eux, il va donner un niveau de prix en fait à son client. C'est le client qui prend toutes les décisions, c'est pas le maître d'œuvre qui va dire on travaille avec telle ou telle entreprise, mais il va donner les moyens à son client de prendre une décision et ensuite il va piloter pour lui le projet jusqu'à la réception, je dis bien jusqu'à la réception, parce qu'à la réception il va donner les clés à son client qui lui va faire la livraison à des acquéreurs s'il revend, etc. derrière. C'est vraiment différent parce que le maître d'œuvre ne va pas rentrer en corrélation avec les clients final, il va être juste en corrélation avec son client, celui qui paye les entreprises, enfin du coup le maître d'ouvrage. Donc vraiment, faut vraiment avoir ça en tête, c'est que le maître d'œuvre, il est là pour accompagner un investisseur, quel qu'il soit, ça peut être un promoteur, ça peut être un investisseur privé, etc. Dans toute la partie BTP du métier, la partie technique, la partie construction du dossier, et pas. Par contre, il va pas l'aider à obtenir son financement, il va pas l'aider à savoir quelle structure juridique il faut mettre, etc. Ça, c'est pas son métier. Mais est-ce que tu penses pas que dans une entreprise, alors parce que moi j'ai bossé aussi dans la promotion il y a quand même pas mal de temps, il y a 4 ans, et en fait souvent les métiers que tu disais étaient très disséqués, très cloisonnés. T'avais l'architecte, maître d'œuvre de conception, maître d'œuvre d'exécution, le coordinateur SPS, bon bref, t'avais tout un cheminement de métiers. Et par contre, est-ce que tu penses pas que dans une boîte de travaux, alors peut-être entreprise générale ou quoi, c'est pas le maître d'œuvre d'exécution qui est quand même la pièce maîtresse un petit peu ou chef d'orchestre technique parce que d'ailleurs c'est deux questions en une, n'est-ce pas là où les coûts ou les gains que tu peux faire? Est-ce que je me trompe ou pas sur mon analyse? Alors, sur un projet, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% du dossier est maîtrisé au moment où les travaux démarrent. En fait, après, tu vas maîtriser ton aléa de coût de travaux. Ouais. Parce que j'ai souvent tendance à dire, nous là où on va épauler, c'est par contre un mauvais maître d'œuvre peut avoir une consultation qui est pas bonne et avoir un niveau de prix qui est pas bon. Ok, c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est toujours très dur de trouver un bon maître d'œuvre. Nous, je sais que notre force, si tu veux, on a beaucoup de gens qui viennent d'entreprise générale chez nous, c'est qu'on sait très bien acheter et on maîtrise un prix mètre carré. Je te prends un exemple, on a récupéré un dossier là, il y a peu de temps, où en fait la consultation sortait à un peu plus de 2000 euros du mètre carré de Chab. On a pris le dossier, on a traité à 1680. Tu vois, donc l'économie pour le client, en fait, notre mission, elle coûte rien. Je te prends un autre truc, c'est j'ai un de mes membres qui détecte une opération de marchand sur un corps de ferme, etc. Il fait son estime, je lui dis non attends c'est pas bon, faut qu'on on va partir sur ces coûts-là. Il me dit ah ça va être chaud. Je dis on va prendre ma boîte, on va faire une consulte et au fur et à mesure on va lever les loups sur le dossier. On fait la consulte, on se retrouve en fait avec la mission de maîtrise d'œuvre à être 200 balles moins cher du mètre carré que ce que lui aurait provisionné. Tu vois, donc le projet ne passe pas au début lui tout seul et il passe en prenant une prestation externe à moins cher et il gagne plus d'argent. Et du coup, on fait l'opération ensemble et on la sort et on sort 14 logements. Enfin, tu vois. Mais parce que on a un savoir-faire chez nous. Et donc, pour revenir à ta question, je pense qu'un bon maître d'œuvre peut te faire gagner énormément d'argent, peut t'épauler, peut te faire gagner beaucoup de temps aussi, et de stress. Par contre, en avoir un mauvais peut faire tout l'inverse en fait. Et c'est souvent pour ça que les gens hésitent parce qu'ils ont les mauvais retours. C'est les gens communiquent beaucoup sur ce qui se passe mal, mais très peu sur ce qui se passe bien. Et et en fait le vrai sujet c'est de se créer un réseau avec des gens fiables autour de soi. D'ailleurs ça marche dans tout. Hein. Donc c'est pas que la maîtrise d'œuvre, mais voilà il faut trouver les bonnes personnes. Ça prend du temps. Tu les trouves pas du jour au lendemain et au fur et à mesure d'accepter de les payer aussi parce que ça me rend dingue que dans tout projet, en fait, les mecs ont du mal à payer des zonos en prestation de service parce qu'en fait, ils savent pas ce qu'ils achètent. Et du coup, en fait, ils flippent de se faire avoir et de dépenser de l'argent inutilement. Mais du coup, leur projet, il avance pas, il sort pas.
Et c'est vrai, c'est un truc qui me rend dingue. Et je l'ai vraiment vécu aussi dans le cercle sur comment des membres qui avaient du mal en fait à engager des dépenses avec des partenaires. Mais je dis mais si tu le fais pas, tu sauras pas le faire toi-même en fait. Et ton projet quand tu vas le monter sans avoir les compétences, tu vas te tromper et du coup ton projet il va pas sortir. Ou peut-être tu vas te tromper puis une fois que tu le sauras, ce sera trop tard. Tu seras engagé dans un projet qui va te coûter 3 fois plus cher et c'est trop tard en fait. Si t'as déjà acheté, c'est fini quoi. Bah, du coup, là, ça me fait poser une question parce que comment toi tu fais pour atteindre de 2000 € de Chab à 1700? S'il y a des choses un peu à ressortir, c'est quoi tes secrets? Alors, je sais pas si toi tu fais acheter les matériaux et t'as Non, non, non. non, tu Non, prends chez des entreprises, ouais, main-d'œuvre, fourniture, tu prends tout, mais t'as des prix au volume, non? C'est quoi un peu ouais. l'histoire Déjà, derrière? la première chose, c'est qu'on bosse que avec des bonnes boîtes. On ne bosse pas avec des entreprises qui travaillent pas bien. Ça, c'est une première chose parce que souvent les mecs qui vont te choper un prix parce que t'as encore un prix en dessous. Hein, mais alors là, tu sais pas la qualité que tu vas avoir. Tu vois, il y a des mecs qui arrivent à travailler à 1550 du mètre. Tu vois, et là, tu sais que forcément il y a un problème. Ouais, Donc nous, on va être là en fait une fois que la conception est faite par l'archi, avant de poser le permis de construire. On va faire une préanalyse complète en fait. On va regarder techniquement avec les bureaux d'études comment on peut optimiser le projet pour que les coûts coûtent moins cher. Ok. Alors dans ouais, le neuf ou dans la réa, c'est pareil. On va regarder qu'est-ce qu'on optimise pour que déjà de base le projet en lui-même coûte moins cher. Ok. Donc on va optimiser les volumes, on va optimiser la partie béton armé quand on est sur du neuf, etc. qui coûte 50% du prix du projet souvent. La partie VRD, la partie sous-sol, en fait, tous les sujets où il y a de l'argent à gagner, on va se positionner dessus. On va refaire travailler l'archi par rapport à ça. Et ensuite, le PC va être posé conforme. Quand le PC il est fait, c'est trop tard. En fait, on est obligé ouais. de travailler avec ce qu'on nous a donné. Ensuite, derrière, nous, on a vraiment une méthode de consultation. C'est-à-dire qu'on a une plateforme, en fait, où on achète pour plus de 100 millions par an, en fait, de travaux. Donc déjà, on a un retour en fait sur quel est le bon prix. Donc en fait, on n'a pas besoin presque du prix des entreprises. Nous, on monte le prix sans eux et on consulte après. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises vont rentrer dans un canevas technique, c'est-à-dire qu'on fait une analyse technique avec eux, complète d'être sûr que tout est acheté, que les limites de prestations sont bien faites, etc. Et ensuite, on va rentrer dans une négo finale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise, elle est en confiance. Elle est pas en train de se dire, en face de moi, j'ai des gens qui achètent au pif en fait ce qu'ils sont en train de faire. Non, ils savent clairement où ils vont. En fait, elle est rassurée. Donc elle, dans son devis, elle met pas d'aléas. Ah, ou en tout cas, elle en met beaucoup moins. C'est-à-dire qu'elle lève les aléas petit à petit de son devis, qui fait Ça coûte qu'elle cher, les arrive. Léa. Ah, exactement, parce qu'en Ça fait, coûte ils très cher. proviennent. Nous, typiquement, Ouais. tu vois, quand on a fait une analyse avec tous les bureaux d'études, qui soient acoustiques, thermiques, Mm. voilà, on fait une synthèse de tout ça, on monte un DCE avec une synthèse. Le mec, il se dit pas, ah ben là, vu que je sais pas trop, je vais mettre ça parce que je sais pas comment ça va se passer en chantier. Donc nous, ça, on Exact. l'a maîtrisé avant. Et en fait, une fois que l'analyse technique est faite, on a levé les aléas avec eux et on n'a plus qu'à parler de prix, en fait. Tu vois? Mm. Et en fait, les boîtes, alors nous le redisent maintenant, c'est qu'ils ont tendance, en fait, à venir travailler avec nous. Parce que en fait ils ont le résultat presque d'une entreprise générale avec vraiment une présence sur site. Nous on fait tout ce qu'il faut, on est même chiant pendant le chantier, mais on fait tout ce qu'il faut pour que le chantier se termine dans le délai imparti avec les coûts qui ont été fixés. Alors pourquoi on fait ça? C'est que moi mon modèle économique il est simple, je vends du temps. Mm. J'ai mes gars en fait ils y vont, on a un temps à passer. Mm. Si je passe 3 mois de plus, je passe 3 mois de plus et c'est tant pis pour moi en fait. Donc en fait nous notre modèle c'est ça et une entreprise en fait quand elle va sur le chantier et que c'est bien organisé et qu'elle travaille vite, elle gagne de l'argent, tout simplement, elle aussi. Et donc, à la fin, quand ils font le bilan de leurs opérations, en fait, quand ils répondent pour nous, ils répondent pas au même prix que s'ils répondent à un autre maître d'œuvre ou s'ils répondaient à un client en direct. Tu vois, et c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment ça les points essentiels, c'est la conception, de connaître le niveau de prix, de faire une analyse technique et ensuite d'avoir on va dire un track record, tu sais, sur ce qu'on a fait depuis très longtemps, qui fait que les gens sont en confiance et répondent à un bon niveau de prix sur les opérations.